Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 22 août 2020 pour le 201e rapport de situation sur le Donbass, après 2 semaines d'interruption. Bon, malheureusement, comme je le craignais, il y a eu des événements qui m'ont obligé à interrompre mes vacances, entre autres la situation en Biélorussie, mais aussi la fuite d'informations très intéressantes concernant le MH17, je vais y revenir. Sur le plan militaire, eh bien, on a un calme quand même important suite à la mise en place de ce renforcement du cessez-le-feu dont je vous avais parlé lors du dernier SITREP, puisque du 15 au 21 août, l'armée ukrainienne n'a violé le cessez-le-feu qu'à 5 reprises, donc on est quand même à beaucoup moins qu'il y a 3 semaines, durant lesquelles elle a tiré un total de 3 munitions. Alors comment est-ce que je peux avoir 3 munitions pour 5 violations ? Tout simplement puisque, je le rappelle, nous ne comptons que les munitions d'un calibre supérieur à 12,7 mm. C'est-à-dire que quand il tire à l'arme légère, ce qui a été le cas plusieurs fois, eh bien les munitions ne sont pas comptées. S'il y a donc assez peu de violations du cessez-le-feu depuis donc son renforcement le 27 juillet, 19 violations au total, la RPD enregistre par contre de nombreuses violations des autres points de l'accord qui avait été signé fin juillet, entre autres l'interdiction de mener des travaux de renforcement ou de creuser des nouvelles positions. Ça, il y en a malheureusement beaucoup. L'interdiction d'installer des mines ou des explosifs près des positions ou des localités. Ça aussi, on voit de nombreuses opérations de minage. Les installations d'armes lourdes près des localités ou de la ligne de front, je vais y revenir parce que ça aussi, ils sont toujours pas en pause. Et l'utilisation de drones, ça on voit qu'ils lancent de nombreux drones pour faire des reconnaissances, donc ça c'est quand même pas très bon signe. Alors pourquoi ce cessez-le-feu tient plus ou moins ? Je pense, comme un certain nombre d'analystes, qu'en fait Zelensky essaye comme ça de redresser un petit peu la cote de popularité désastreuse de lui-même et de son parti à l'approche des élections locales, puisque je le rappelle, cet automne doivent avoir lieu en Ukraine des élections locales. Les fameuses élections dont je vous avais parlé avec cette résolution de la Rada qui enfreint complètement les accords de Minsk. Et là, c'est clair que vu sa cote de popularité qui est pas top, si vous vous souvenez du dernier sondage que j'avais commenté à ce sujet-là, et celle de son parti aussi, s'est cassé la gueule, je pense que Zelensky essaie comme ça de faire croire que, vous voyez, je mets en œuvre ma promesse électorale de ramener la paix dans le Donbass. Vous voyez, on a un cessez-le-feu, on a plus de soldats qui se font tuer, voilà, essayer d'un petit peu de rattraper le carnage. Je pense quand même que voilà, ça va pas. Déjà, il va y avoir un gros problème de légitimité de ces élections, puisque donc en plus de cette résolution de la Rada qui enfreint les accords de Minsk, en fait ils ont carrément annulé les élections, y compris dans la partie du Donbass qu'ils contrôlent. Voilà, donc les gens à Slaviansk ou à Mariupol, ils ne pourront pas participer aux élections, c'est quand même magnifique. Donc ça, c'est un beau déni de démocratie quand même, c'est sublime. Là, il y a des demandes, et de la part de la Russie et de la part de l'RPD et de l'RPL, de revenir sur cette interdiction d'organiser les élections dans la partie du Donbass qui est contrôlée par l'Ukraine. Je veux dire, c'est juste qu'ils ont peur de se prendre une peignée électorale et de voir, entre autres, gagner les élections des partis comme la plateforme d'opposition de Medvedchuk. Alors s'ils n'ont pas eu de pertes au combat, par contre, côté ukrainien, ils ont toujours des pertes hors combat. Cette semaine, ils ont eu 2 morts et 10 blessés. Et on a obtenu des fuites d'infos concernant le rapport du commandement de l'armée ukrainienne dans le Donbass, la fameuse opération des forces interarmées, là. Du 1er avril au 15 août, le rapport indique un total de 45 morts et 318 blessés hors combat. Et parmi les blessés, 46 sont handicapés à vie. Ça c'est le rapport officiel, la réalité c'est certainement bien plus. Mais le rapport officiel, c'est du 1er avril jusqu'au 15 août, 45 morts et 318 blessés hors combat dans l'armée ukrainienne. Voilà, c'est quand même énorme. Et donc je vous parlais des violations des mesures de renforcement du cessez-le-feu. Ça inclut donc le déploiement des armes lourdes près de la ligne de front et près des zones résidentielles.
Puisque les services de renseignement de l'RPD ont détecté cette semaine le déploiement de 55 pièces d'armement lourd côté ukrainien en violation et des accords de Minsk et de l'accord de fin juillet. Donc là on est à plus qu'il y a 3 semaines en arrière. Dans le détail, on a 4 canons Jetson B de 152 mm, 13 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm, 3 systèmes de défense anti-aérien OSA, 5 véhicules de transport de troupes blindées type BTR, 26 véhicules de combat d'infanterie type BMP, une automitrailleuse type BRDM et 3 véhicules de transport de troupes type MTLB. Voilà, donc moi quand je vois déjà 17 canons d'artillerie lourde, je me dis que le cessez-le-feu, il va pas durer ad vitam aeternam. Voilà, je veux dire, ils ont rien à foutre là, dans le contexte actuel de respect du cessez-le-feu. Ces pièces d'armement lourd n'ont strictement rien à faire, ni près de la ligne de front, ni dans les localités du Donbass sous contrôle ukrainien. Voilà, tout ça, ça n'a rien à faire là. Alors si on regarde la situation économique de l'RPD, quelques petites nouvelles un petit peu de notre économie, puisqu'on a eu un bilan là, du premier semestre 2020, entre autres en termes d'exportation, puisque pour le premier semestre, la RPD a exporté pour environ 19 milliards de roubles, donc environ 215 millions d'euros, de biens industriels, donc bon, sans surprise, 90% c'est parti vers la Russie, mais plus surprenant, en plus de la RPL et de la Biélorussie, qui aussi importent des produits venant de la RPD, on a dans la liste des pays la Pologne, la Lettonie et le Kazakhstan. Ils se rendent compte dans les Polonais, de savoir qu'ils importent des produits de l'RPD. Je pense que ça promet une belle crise de nerfs à Varsovie. Bon, sans surprise, là aussi, 88,5% des exportations sont des produits métallurgiques, donc c'est de l'acier et produits dérivés de l'acier. Mais il y a aussi quand même pas mal de demandes pour tout ce qui est construction mécanique, puisque en RPD, on produit des machines-outils, entre autres des machines de forage minier. Il y a des demandes pour les produits issus de l'industrie chimique, pharmaceutique, matériaux de construction et les minéraux non métalliques. L'industrie agroalimentaire s'en tire pas mal aussi. On a quand même plus de 10 000 tonnes de produits laitiers, de viande et de saucisses qui ont été exportés durant ce premier semestre 2020. Donc c'est pas mal, sachant que les RPD, le gros travail il y a encore quelques années, c'était déjà d'arriver à l'autonomie alimentaire. Et là maintenant on exporte des produits alimentaires vers l'extérieur. Donc ça c'est pas mal du tout, je veux dire, on se débrouille pas trop mal. Je vais refaire un petit bilan concernant les convois humanitaires de la Russie, puisque le 12 août, 6 ans jour pour jour après le tout premier convoi humanitaire envoyé dans le Donbass, un nouveau convoi est arrivé de Russie en RPD et en RPL. En 6 ans, il y a eu 97 convois qui ont amené plus de 45 000 tonnes d'aide humanitaire, 45 000 en 6 ans, principalement de la nourriture, surtout de la nourriture pour bébés, des couches, des médicaments, du matériel médical, matériaux de construction, de l'équipement technique, des semences, des vêtements, des chaussures, du matériel scolaire et les cadeaux pour le nouvel an pour les enfants, entre autres. Voilà, donc ça vous montre un petit peu quand même l'importance de l'aide qui nous est apportée par la Russie depuis 6 ans, depuis le début du conflit. Une aide qui s'est étendue entre autres aussi au coronavirus, sur lequel je vais revenir, puisque je rappelle que la Russie nous a fourni non seulement les tests pour pouvoir tester les gens, mais aussi du matériel de protection pour le personnel médical, entre autres choses. Je vais revenir vite fait un petit peu sur les chiffres en termes de coronavirus ici. Donc en RPD, on en est à 2292 cas, donc on a 511 cas de plus en 3 semaines, dont 127 morts, donc 23 de plus, et 1125 guéris, donc 291 de plus que lors du dernier SITREP. En RPL, on a 640 cas, donc c'est 28 de plus, 17 morts, donc 2 de plus, et 605 guéris, donc c'est 23 de plus qu'il y a 3 semaines. Et on a un certain nombre de ces nouveaux cas, ce sont des gens qui sont arrivés d'Ukraine via les corridors humanitaires, donc via le point de passage de Yelenovka qui est rouvert de manière épisodique, un jour par-ci par-là, pour permettre aux gens qui ont absolument besoin de franchir la ligne de front de pouvoir le faire. Là, du 25 juin au 14 août, on a quand même 106 personnes qui ont franchi ce point de passage, qui ont été testées positives. Donc sur les centaines de nouveaux cas là qu'on a eu,
on en a 106. Ce sont des cas qu'on a importés depuis l'Ukraine. C'est quand même pas négligeable. En Ukraine, justement, la situation épidémiologique, c'est la cata. Ils en sont quand même à 102 971 cas, donc 31 915 de plus en 3 semaines, dont 2244 morts, donc 535 morts de plus que la dernière fois. Et l'Ukraine bat régulièrement de nouveaux records de nouveaux cas journaliers. Alors, le 19 août, ils ont eu 1967 nouveaux cas enregistrés. Donc là, ils sont en train d'enregistrer régulièrement des records de nouveaux cas journaliers. Donc c'est toujours incontrôlable là-bas, hein, l'épidémie. C'est pour ça qu'on maintient pour l'instant la frontière relativement fermée. Voilà, on ouvre une journée par-ci par-là, là on ouvre un jour par semaine, et les gens qui ont absolument besoin de passer passent, mais doivent passer par une quarantaine et ils sont testés. Et heureusement qu'on fait ça, parce que sinon vous vous rendez compte, si on laissait le point de passage ouvert comme on le faisait avant, c'est pas 106 cas qu'on importerait, c'est des milliers. Et là on se retrouve avec une catastrophe sanitaire sur les bras. Donc c'est quand même, faut quand même faire attention, quoi. Et donc comme je le disais, pendant mes vacances, l'actualité était marquée par la situation en Biélorussie, où c'est parti complètement en sucette. C'est parti en sucette en fait déjà dès le départ, parce que Loukachenko a fait arrêter des candidats d'opposition, certains se sont barrés à l'étranger, déjà ça sentait pas très bon. Et puis le 29 juillet, donc dans la nuit du 29 juillet, le KGB, le KGB, ils ont toujours le KGB là-bas, biélorusse a arrêté 33 Russes, donc des anciens combattants du Donbass qui disaient avoir été engagés par une société de sécurité. C'est le petit nom diplomatique pour dire société de mercenaires, quoi. Et donc la Biélorussie les a accusés de vouloir déstabiliser la situation pendant les élections. Sauf que ça tenait pas la route. Les gars avaient des billets d'avion pour Istanbul, pas d'armes, ils étaient rentrés tout à fait légalement, s'étaient enregistrés à l'hôtel, avaient montré leur passeport. Je veux dire, quand tu viens pour faire ce genre d'opération, tu passes la frontière en douce, tu t'enregistres pas à l'hôtel, tu vois, t'as une planque, enfin des trucs comme ça, quoi. Je veux dire, un seul truc qui leur était reproché, c'était de pas picoler, de pas faire la fête, c'était vraiment ridicule. Et ce grand n'importe quoi, Loukachenko s'est engouffré dedans pour accuser la Russie de déstabiliser la situation, avant ensuite d'accuser les États-Unis en disant qu'il avait aussi arrêté des gens avec des passeports américains. Donc on comprenait plus rien, c'était un coup dans un sens, un coup dans l'autre, une vraie girouette. Il a tenté aussi de faire monter les enchères entre la Russie et l'Ukraine pour l'extradition des gars, parce que quand la liste des mecs a été communiquée, bien entendu Kiev a demandé leur extradition, puisqu'une bonne partie, certes ils ont un passeport russe, mais auparavant c'était des Ukrainiens, des gens du Donbass qui ont combattu dans la milice populaire, et puis qui, comme beaucoup de gens ici maintenant, ont obtenu un passeport russe par après. Donc Kiev avait demandé leur extradition pour les juger pour le fait qu'ils ont combattu l'armée ukrainienne dans le Donbass. Et résultat des courses, Loukachenko s'est retrouvé un peu comme un idiot quand la Russie a prouvé que c'était le SBU qui était derrière cette histoire, donc les services secrets ukrainiens, que c'était eux qui avaient monté cette opération de toutes pièces pour mettre la main sur les hommes qu'ils avaient donc recrutés sous couverture, soi-disant pour aller garder des installations pétrolières au Venezuela. Donc le but du SBU, c'était en fait de faire monter les mecs dans un avion, dans lequel se trouveraient aussi des agents du SBU, dont un qui devrait feindre d'être gravement malade pour faire atterrir l'avion en urgence à Kiev, et puis là, bien entendu, ils auraient arrêté les 33 Russes, et puis sortis de l'avion et direction prison. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu. On a eu les détails par des médias ukrainiens qui ont révélé qu'en fait il y aurait eu une fuite d'informations après le dernier rapport des services de renseignement à Zelensky. Donc il y a des gros soupçons qu'il y a une taupe au sein de l'entourage proche de Zelensky, voire que ce serait même Zelensky lui-même qui aurait fait fuiter l'information pour faire capoter l'opération. C'est l'ambiance à Kiev.
Mais quoi qu'il en soit, en fait, le plan a totalement échoué, et donc le KGB biélorusse a reçu l'information sur la présence de ces gars-là, et les a arrêtés au lieu de les laisser partir, et donc se faire arrêter directement à Kiev. Donc Kiev a essayé de rattraper le truc en demandant leur extradition, sauf que ça s'est pas passé là non plus comme prévu, puisque la Russie a rendu public donc l'implication du SBU dans cette affaire, offrant ainsi à Loukachenko une porte de sortie. Je vous renvoie vers mon article complet sur ce sujet, sur Donbass Insider, où je détaille toute l'explication. Pour moi, c'est une façon pour Poutine d'offrir une porte de sortie plus ou moins honorable, en tout cas la moins déshonorable possible dans cette affaire, porte de sortie que Loukachenko a prise, puisqu'il a rendu à la Russie 32 des 33 Russes arrêtés. Le 33e, il a aussi la citoyenneté biélorusse, donc il est resté en Biélorussie. Voilà. Alors, quel était le but du SBU derrière cette affaire ? Déjà, il semble qu'il y avait 2 des gars qu'il voulait accuser d'être liés au crash du MH17. Retenez bien celle-là, parce que vous allez voir, c'est un dossier qui va revenir tout le long du site-rep. 2 qui, semble-t-il, étaient impliqués dans des avions de transport ukrainiens, donc des Ilyushin et des Antonov, qui avaient été abattus là aussi en 2014. Le reste devait servir en gros d'otage pour remplir le stock de prisonniers à échanger, puisqu'on est en pleine négociation pour mener un nouvel échange. Et voilà, donc ils se sont dit, ils étaient un petit peu à court, donc ils se sont dit, on va prendre des otages en plus, comme ça, vous vous rendez compte un peu du truc, c'est des méthodes d'organisation terroriste, vraiment. Moi, j'ai plus d'autres termes pour l'Ukraine qu'État terroriste. Je veux dire, c'est des méthodes, il n'y a pas d'autres termes. Et le problème, c'est que même si Loukachenko a pris cette porte de sortie que Poutine lui offrait, en renvoyant les gars en Russie, cette erreur de Loukachenko, elle a eu des conséquences graves, parce que comme je vous l'ai dit, déjà, il avait fait arrêter des candidats d'opposition, d'autres avaient fui à l'étranger tellement ils avaient peur. Donc déjà, la situation autour des élections présidentielles n'était pas stable du tout. Donc là, en jouant les girouettes comme ça, en mode, oui, on est multivectoriel, en fait, on mange à tous les râteliers, en fait, il a foutu l'huile sur le feu. Et forcément, quand les résultats officiels sont sortis avec son score de 80%, ça a eu un peu de mal à passer. Ça a eu un peu de mal à passer niveau crédibilité, et résultat, il y a eu des manifestations, et il y en a encore contre les résultats de l'élection. Manifestations que certains essayent de récupérer pour servir leurs intérêts, comme ça avait eu lieu pour le Maïdan en Ukraine. Au départ, c'était des manifestations contre la corruption du régime Yanukovych qui ont été ensuite phagocytées par d'autres forces, entre autres les groupuscules néo-nazis. Et là, c'est pareil. On se retrouve juste avec un espèce de mix improbable entre le Maïdan de 2013-2014, avec des manifestations qui officiellement sont pacifiques, dans la réalité c'est une autre histoire, avec infiltration par des néo-nazis. Si vous regardez le fameux drapeau que les gars brandissent, là, le drapeau blanc et rouge à bandes, si vous regardez l'histoire de l'occupation nazie de la Biélorussie, c'était le drapeau des collaborateurs biélorusses des nazis. Voilà, ce drapeau-là, il est lié à ça, ça équivaut au drapeau de Pravi Sector, c'est la même. On a d'ailleurs des néo-nazis polonais et ukrainiens qui se sont fait attraper là-bas. Donc ça prouve bien que l'Ukraine est mouillée dedans jusqu'au cou. Donc on se retrouve avec un mix entre le Maïdan de 2013-2014, genre manifestation légitime, phagocytée par des mouvements entre autres néo-nazis violents, et la tentative de renversement de Maduro au Venezuela avec une opposante qui joue les pseudo-présidentes en exil façon Guaido, grâce au fait d'ailleurs que les Occidentaux refusent de reconnaître le résultat des élections en Biélorussie. J'ai envie de te dire... c'est comme la remarque de Macron concernant le fait... quand il a appelé Loukachenko à pas réprimer violemment les manifestations. Loukachenko, comme la Russie, lui ont dit « occupe-toi de ton cul et commence par t'occuper des gilets jaunes ». Voilà, c'est... Après la façon dont les manifestations des Gilets jaunes ont été gérées en France, si tu veux, tais-toi.
ferme ta gueule, voilà, hein, voilà. Et donc, comme je le disais, en bon toutou américain, eh bien l'Ukraine ne se prive pas donc d'aller foutre le bordel chez son voisin biélorusse, donc comme le prouve la présence de néo-nazis ukrainiens, parmi entre autres des gens qui ont été arrêtés à Minsk. Je vais vous montrer des photos, hein. On a chopé des gens avec des cartes avec Stepan Bandera, des porte-cartes avec le logo du SBU aussi, ça commence à devenir intéressant, et on a un document du SBU qui a fuité, qui montre que les services secrets ukrainiens soutiennent ces activistes ukrainiens qui se rendent en Biélorussie via la Pologne, donc la Pologne semble bien mouillée aussi, pour aller y foutre le bordel. Donc c'est bien, voilà, ils ont foutu le bordel en Ukraine avec le Maïdan, ça leur suffit pas, faut aller foutre le bordel chez les voisins maintenant. Voilà, donc j'espère vraiment que les Biélorusses vont pas se faire avoir par cette histoire. Loukachenko a des torts dans cette affaire, mais voilà, faut pas que la Biélorussie devienne une Ukraine bis, parce que alors, les Biélorusses ils vont souffrir, hein. Je veux dire, quand vous regardez l'état de l'économie ukrainienne, l'économie biélorusse ça va être encore pire, hein, puisque vous avez 40% des exportations biélorusses qui partent vers la Russie et 60% des importations qui viennent de Russie. Donc s'ils partent dans un trip anti-russe comme l'Ukraine, post-Maïdan, ils sont foutus, hein, économiquement. Là, ils seront bons pour aller nettoyer les chiottes dans les pays baltes. Voilà. Donc je pense que... Enfin, faut vraiment que déjà tous les pays occidentaux arrêtent de soutenir ces machins-là. Je veux dire, arrêtez, occupez-vous de votre cul. Il y a assez à faire, je pense, au sein de l'Union européenne, pour pas que vous ayez à vous occuper de ce qui se passe en Biélorussie. Et puis, si vous essayez de la faire à l'ukrainienne façon 2014, ça va pas le faire. Parce que Loukachenko a déjà demandé officiellement l'aide à la Russie en cas de problème, et que ça a été accepté. Donc en cas de souci, si vraiment vous essayez le coup de force, ça se passera pas comme en Ukraine, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, ne jouez pas à ce jeu-là parce que ça va mal se terminer. Et le SBU se contente pas d'essayer d'attraper d'anciens combattants du Donbass sous couvert d'offres d'emploi bidons au Venezuela. Ils ont aussi essayé d'enlever plusieurs anciens responsables de la RPD carrément en Russie. Ouais. Avec l'aide de criminels russes, qu'ils ont utilisé comme sous-traitants. Ils ont tenté un premier enlèvement fin juillet, mais ça s'est pas passé comme prévu, là aussi. L'homme s'est échappé, et les criminels se sont fait arrêter par le FSB. La plupart ont avoué, hein, en présence de leur avocat, hein, je précise. Voilà. La plupart plaident coupables, hein. D'ailleurs, je crois qu'ils ont compris que, bon, là, ça allait pas le faire de la jouer, non, c'est pas nous. Ces criminels ont été embauchés, semble-t-il, par 2 Ukrainiens travaillant pour le SBU, Igor Mishchenko et Andrei Baidala. Alors, Baidala, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité sur le Donbass, entre autres via les médias peut-être anglophones ou russophones, ce nom vous dit quelque chose? Oui, c'est normal. Il est impliqué dans plusieurs affaires enregistrées en RPD, d'attentats ou de tentatives d'attentats, et entre autres, il est accusé quand même d'être impliqué dans l'assassinat d'Alexandre Zakharchenko. Voilà. Donc c'est pas un inconnu celui-là, voilà, ça a l'air d'être un spécialiste de ce genre d'opération. Il a promis à ses criminels 200 000 $ pour ce contrat, dont 50 000 payés d'avance. Voilà, vous savez à quoi servent vos impôts, hein, parce que je vous rappelle que une partie de vos impôts sert à fournir une aide financière à l'Ukraine, soit via le FMI, soit via les aides macroéconomiques que l'Europe fournit à l'Ukraine sous des prétextes plus ou moins bidons, genre lutte contre le coronavirus, lutte pour la démocratie, la liberté de la presse et je sais pas quelle connerie. Voilà. Donc vos impôts partent là-dedans. Votre pognon sert à payer des tentatives d'enlèvement, voilà, et ça part dans les poches de criminels russes qui servent de sous-traitants au service secret ukrainien. Je pense que vous serez contents. Alors le FSB n'avait pas fourni les noms des cibles, mais les journalistes de War Gonzo et de Riafan ont trouvé l'info. Alors généralement, War Gonzo, ils sont bien informés, hein. Je veux dire, quand Alexandre Zakharchenko a été tué, ils ont été les premiers, hein, à donner l'information, pas en mode rumeur, mais en mode, voilà, on vous dit c'est comme ça, nos sources nous ont informés. Voilà, donc je veux dire, ils sont quand même généralement très bien informés, ils ont de très bonnes sources.
Donc il semble que l'homme qu'ils ont tenté d'enlever donc fin juillet dans la région de Moscou serait Roman Volyaniuk, un ancien agent du MGB, donc les services de sécurité de la République populaire de Donetsk. Il semble que le suivant sur la liste était nul autre qu'Alexandre Borodai, l'ancien premier ministre de la RPD. Et on retrouve l'affaire du MH17, puisqu'il semble, d'après ce que dit War Gonzo, que l'Ukraine voulait enlever Borodai pour aller l'amener devant le tribunal néerlandais qui juge l'affaire du MH17, puisque Borodai était le premier ministre de la RPD au moment du crash. C'est lui d'ailleurs qui a remis les boîtes noires à la Malaisie, donc aux représentants malaisiens, ce fameux colonel que l'on voit dans le documentaire de Bonanza Media sur le MH17 que j'avais traduit l'an passé. L'autre cible, c'était Andrei Pinchuk, l'ancien chef du MGB de la RPD. Donc comme on voit, vraiment méthode de pays terroriste, hein, je veux dire, enlèvement, tentative d'enlèvement, enfin, attentat terroriste, enfin, tout y passe. Et tout ça, c'est soutenu par l'Occident, par l'Union Européenne, par les États-Unis, et tout ce petit monde ferme les yeux sur ce genre de méthode. C'est absolument abject. Bref. Donc, et alors, pourquoi le MH17 revient comme ça, hein, pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec des méthodes comme ça du SBU pour essayer d'amener de nouveaux coupables dans l'affaire? Parce que la réputation du SBU dans cette affaire, et l'affaire elle-même d'ailleurs, sont en train de nous faire un remake du Titanic. Puisqu'on a eu une nouvelle fuite d'informations, décidément, en Ukraine, c'est un sport national, via le blogueur ukrainien Anatoly Chary, qui a publié l'enregistrement complet d'une des écoutes téléphoniques de Bezler, qui avait été publiée par le SBU sur YouTube très rapidement après le crash du MH17. Et en fait, en écoutant l'enregistrement complet, on se rend compte que le morceau qui a été publié par le SBU a été coupé de manière délibérée pour enlever des morceaux qui montraient clairement qu'ils ne parlaient pas du tout du MH17, qui parlait en fait d'un avion militaire, d'un Sukhoi en l'occurrence, qui a été abattu, qu'ils étaient... D'ailleurs, quand tu entends même le morceau qui a été publié par le SBU, il parle d'aller chercher les pilotes. Quand tu vas chercher des pilotes, c'est que les mecs se sont éjectés. Il n'y a pas de siège éjectable hein, dans les cockpits d'avions de ligne, aux dernières nouvelles. Bref, donc quand on a la conversation complète, je vous renvoie vers l'article où il y a la vidéo que j'ai sous-titrée en français. Vous vous rendez compte hein, qu'effectivement, ils ne parlent pas du tout du MH17 et que ça a eu lieu un autre jour. On se rend bien compte hein, quand ils en parlent. D'ailleurs, Michael Cobbs, qui est un chercheur qui a beaucoup travaillé sur le cas du MH17, a analysé le profil audio de l'enregistrement publié par Chary, l'a comparé avec celui qui avait été publié par le SBU, et on se rend compte que les profils audio collent. Donc ce qui montre bien que le morceau qui a été publié par le SBU vient bien de ce fichier. Voilà, c'est vraiment... Ça colle parfaitement. Même profil, mêmes anomalies aux mêmes endroits, même niveau de bruit. Donc l'un est bien l'extrait de l'autre. Et cette gabegie montre qu'il y a un sérieux problème d'authenticité des preuves, et je mets des gros guillemets, mais aussi de la compétence des enquêteurs et des juges. Parce que là, ça montre, parce que les procureurs là-bas, à La Haye, nous ont certifié, hein, la main sur le cœur, mais si, tout a été vérifié, on a vérifié l'authenticité des trucs, on a vérifié avec d'autres sources, etc. Ah ouais, bravo, ouais, vous avez bien vérifié, ouais, effectivement, hein. Je veux dire, quand tu vois déjà ça, ça fait déjà la deuxième bande où on a confirmation, parce que bon, il y avait déjà eu 2 bandes qui avaient été analysées par un spécialiste, par un expert judiciaire. L'une de ces bandes contenait celle de Bezler et d'autres morceaux. Bon bah là, celle de Bezler, on a la confirmation par un autre moyen qu'elle est bien falsifiée. Donc à un moment, quand t'as un des membres de l'équipe d'enquête qui fournit des preuves bidons, trafiquées, falsifiées, éditées, tout ce que ce truc fournit devrait carrément être foutu à la poubelle. Je veux dire, ou analysé avec extrêmement... Enfin,
beaucoup de précautions. C'est pas possible de prendre les preuves du SBU comme étant des preuves. Quand tu vois ça, c'est plus possible. Donc ce qui explique certainement pourquoi le SBU essaye de ramener de nouveaux coupables sur le banc des accusés, parce que là, ils sont en train de s'en prendre plein la tête. Hein. Donc... Et là, ils sont pas les seuls à partir dans les trucs où ils se prennent des claques, puisque Zelensky a essayé pitoyablement de faire une opération, on va dire séduction, hein, à destination des Tatars de Crimée, sauf qu'il a fait un gros flop. C'était à l'occasion de la Journée internationale des peuples indigènes. Hein, il a sorti que l'Ukraine travaillait à donner un statut spécial aux Tatars de Crimée pour préserver leurs droits, leur langue, leur identité, en prétendant que maintenant ils pouvaient plus sauvegarder leur culture et leur langue dans leur terre d'origine. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu parles de leur donner des droits et que soi-disant ils n'ont pas, alors qu'ils les ont. Parce que depuis que la Crimée a été réintégrée au sein de la Russie, la Russie a mis le tatar comme langue officielle aux côtés de l'ukrainien et du russe en Crimée. Donc en fait, tu proposes de leur donner des droits qu'ils ont déjà acquis avec la Russie. Voilà. Hein, je rappelle qu'en 23 ans, l'Ukraine n'a jamais été foutue d'accorder le statut de langue officielle aux Tatars. Et que peu de temps après la réintégration, la Russie, elle l'a fait. Donc, quand tu viens 6 ans après en mode « Oui, on va vous donner les droits que la Russie vous a déjà donnés », on s'en fout, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est plus ou moins ce que lui ont dit les Tatars de Crimée, d'ailleurs. Je veux dire, la Russie a grandement amélioré le niveau de vie des Tatars de Crimée. Je rappelle que beaucoup, à l'époque de l'Ukraine, vivaient de manière déplorable, sans électricité, sans eau courante, sur des terrains qu'ils occupaient illégalement. La Russie a légalisé leur situation, fait construire des logements, fait installer l'électricité, l'eau courante, les égouts. Ils ont fait construire ou rénover de nombreuses mosquées, y compris des mosquées très anciennes, hein. Les trucs où on a eu de la propagande en disant la Russie démolit des mosquées, elle les démolit pas, elle les a remises en état avant qu'elles s'effondrent, parce que l'Ukraine ne les a jamais entretenues en 23 ans. Et donc les trucs étaient en train de tomber en ruine, des mosquées magnifiques, qui dataient d'il y a plusieurs siècles, et qui étaient en train de tomber littéralement en morceaux. Et la Russie les a sauvés, d'accord? Et elle a fait construire de nombreuses nouvelles mosquées pour que les Tatars de Crimée, qui sont musulmans, puissent aller prier dans des conditions convenables. Voilà. Donc résultat, la réaction des Tatars de Crimée, ça a été un peu t'es gentil mon gars, mais on s'en fout. Le fait que t'aies envie de nous donner des droits, alors que déjà, de 1, on vit plus en Ukraine, hein, maintenant on vit en Russie, donc ça a pas de sens, c'est une absurdité totale. Et puis en plus... tu proposes de nous donner des droits, alors que pendant 23 ans, vous nous avez fait que des promesses, vous nous avez rien donné. Là, nous, la Russie l'a fait, donc on s'en fout de ton histoire, on s'en tape, quoi. Et puis beaucoup, quand même, en Russie, ont souligné l'absurdité de promettre de donner aux Tatars de Crimée des droits que Kiev refuse aux russophones. D'accord? Les russophones, qui sont quand même genre la moitié de la population, eux auront moins de droits que les Tatars de Crimée. Je vais dire, mais c'est n'importe quoi. Enfin, là, on est en absurdistan total. Juste vite fait, en conclusion, aujourd'hui c'est le jour du drapeau russe, on le fête ici aussi. On a une procession de voitures portant le drapeau russe qui a roulé le long d'une des artères principales de Donetsk. Je vous montre quelques photos qui ont été prises. Là j'ai publié l'interview d'une petite fille de République populaire de Lugansk, Faina Savenkova, dont j'avais traduit 2 de ses textes en français. Donc là j'ai fait son interview, j'ai publié l'interview en français sur Donbass Insider hier. Je vous encourage à aller la lire, c'est très intéressant. C'est une petite fille très intelligente, vraiment très mature, et je pense que voilà, elle fera de grandes choses. C'est quelqu'un qui fera de grandes choses, je pense, cette petite fille. Donc vraiment, allez la lire, c'est très très intéressant. Et donc maintenant que mes vacances sont terminées, les nouvelles en français vont revenir de manière quotidienne sur Donbass Insider. Donc n'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Je vous encourage encore une fois à passer maintenant au maximum sur Telegram et sur Contact, puisque entre autres Twitter pratique la censure ouverte, entre autres pour l'instant des médias russes, hein, donc qui sont maintenant flagués comme étant affiliés à l'État russe. C'est marrant, ils font pas ça avec la BBC ni France 24. Hein. Il est des références, donc vous les cherchez dans le moteur de recherche de Twitter, vous ne les trouvez pas.
Bon, je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'ils nous fassent subir la même chose. Donc vraiment passer sur les médias sociaux alternatifs, comme Telegram, comme Contact, parce qu'il y a un moment où ils vont nous censurer, que ce soit eux, que ce soit Facebook, ça va venir. Donc voilà la situation. Pour l'instant, tant mieux que le cessez-le-feu se maintienne, mais au vu du déploiement des armes lourdes, du fait qu'ils creusent des nouvelles tranchées ou qu'ils installent des champs de mines, je pense que ça va pas durer ad vitam. Je pense que c'est temporaire. Je pense effectivement qu'une fois que les élections locales auront eu lieu en Ukraine, il y a un risque de reprise des bombardements. De toute façon, on voit clairement que malgré des tentatives de faire croire qu'ils veulent avancer sur le plan diplomatique, on voit bien qu'il y a des verrous qui ont été posés. On a Kravchuk qui essaie de nous sortir, de proposer non pas un statut spécial du Donbass, mais une zone économique libre, enfin tu vois, un truc avec moins de taxes, tu vois. On s'en fout de votre histoire. C'est pas ça qu'on vous demande, tu vois. Ils essayent vraiment de louvoyer, des techniques comme ça, quoi. Donc, on voit clairement qu'ils n'ont pas envie d'appliquer les accords de Minsk, donc de toute façon, il y a un moment où ça va redéraper, parce que à partir du moment où on ne règle pas le problème politique qui est à la base du conflit, eh ben tu ne règles pas le conflit, et donc il y a un moment où ça va reprendre. La question c'est quand, tout simplement. Donc pour l'instant tant mieux, ça fait qu'on n'a pas de perte ni parmi les civils, ni parmi nos soldats, pas de destruction, ni d'habitation, ni d'infrastructures civiles. Mais je pense malheureusement que c'est temporaire. Donc voilà la situation, et je vous dis à la semaine prochaine, et en attendant, prenez soin de vous.